tout ce qu'il faut, manger, la douche, le WC, la clim, il y a tout. Oui, c'est épiscopal là, c'est vraiment bien reçu. Il était venu pour 2 jours. Oh oui, on réfléchit sur la famille. Non, seulement du Gabon. Non, c'est pas été invité, c'est nous qui avons organisé. La conférence qui organise. Maintenant, le choix de Port-Gentil est quand même une infrastructure d'accueil respectable. Après, c'est pas beaucoup. Non, seulement le Gabon, la conférence épiscopale du Gabon. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. Proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Excellences, chers pères évêques, chers membres du comité scientifique, chers religieux, religieuses, chers laïcs consacrés. Nous poursuivons notre série de conférences après la conférence de l'abbé Jean Davy qui nous a présenté l'exhortation apostolique post-synodale qui nous sert de document de travail à Maurice Laetissier. Nous avons eu aussi l'occasion de suivre la conférence prononcée sur les enjeux socioculturels de la famille au Gabon. Nous concluons cette série de conférences de ce jour en recevant l'abbé Siméon Otsagé, qui est curé de la paroisse Saint-Luc de Bikélé et donc prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Il est par ailleurs coordonnateur national de la pastorale familiale, donc une personne autorisée à nous édifier sur les questions relatives à la famille. Nous vous laissons la parole, monsieur l'abbé, et au terme, nous aurons l'échange pour enrichir cette conférence. Je vous remercie. Cher Père archevêque, cher Père évêque, chers frères et sœurs dans le Christ, parler du contexte actuel de la pastorale familiale au Gabon, c'est révéler en fait un ensemble de circonstances dans lesquelles s'insère le fait familial ou la pastorale familiale. Vu que la famille au Gabon est à l'épreuve des forces du mal qui tendent à la détruire, n'est pas une supposition. L'on se rappelle ce mot d'ordre du pape Jean-Paul II dans l'Ecclésiaste africain, évoquant une alerte existante contre laquelle il faut se mettre en rangée de bataille. Ne laissez pas bafouer la famille africaine sur sa propre terre. Ecclésiaste africain numéro 84. Une lecture réductrice de cette exhortation peut amener à croire que le mal du Gabon s'origine seulement dans un ailleurs lointain. Nous devons faire attention. Le danger vient aussi de l'intérieur.
Il y a donc des menaces exogènes et endogènes par rapport auxquelles nous devons exercer un esprit de discernement et adapter une politique de défense qui nous permettra de sauver et de sauvegarder ce qu'il y a de meilleur en nous. Au Gabon, on peut dire qu'au fléau ancien et douloureux de la misère, de la faim, des maladies, de la violence, s'ajoutent aujourd'hui des problèmes inquiétants. L'avortement, la prostitution, le commerce des femmes et des adolescentes, des jeunes et des enfants avec le phénomène des déplacements, la drogue, la pornographie, le divorce, les diverses formes de polygamie, le libertinage sexuel, l'emploi des moyens contraceptifs, l'union libre, les sans-familles, les viols, la pédophilie, et nous nous référons justement au monde sportif gabonais actuel avec le fameux problème du capéloquette. L'homosexualité, je dirais même la zoophilie, et les diverses formes de mariage contre nature. Toutes ces pratiques qui constellent aujourd'hui le ciel de la morale sexuelle au Gabon ne viennent pas d'un vide évasif. Elles sont l'expression de la phase opératoire d'un plan de déconstruction tracé par certains lobbies ou groupes de pression qui veulent imposer une nouvelle vision du monde inspirée d'idéologies athées. Pour ce faire, ils se donnent des objectifs et des méthodes d'action très subtiles. Ils sont les promoteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle éthique mondiale. Bien aimés, comme nous venons de le mentionner, la visée de cette nouvelle éthique est de déconstruire pour reconstruire, de déculturer pour enculturer, de démolir pour bâtir un nouvel ordre mondial. Le monde, tel que nous l'avons hérité des traditions du passé, repose sur une vision de l'homme tributaire d'un Dieu créateur qui conditionne le bonheur à l'obéissance à la loi. Loi de la nature, loi de la personne, loi de l'amour, loi du mariage, loi de la famille, loi de la vérité du bien et loi de la vie. Tel est l'ancien ordre du monde. Et l'éducation sert à nous y insérer profondément. Mais, selon la nouvelle éthique mondiale, l'heure est venue de remettre en question cette vision pour la remplacer par une autre provenant directement de l'homme lui-même et de ses fantaisies existentielles. De cela naît la détermination d'objectifs précis qui sont devenus des enjeux essentiels. Nous pouvons les classer en trois rubriques. Un enjeu théologique, un enjeu anthropologique et un enjeu éthique. L'enjeu théologique consiste à éliminer Dieu et sa loi pour permettre à l'homme de devenir Dieu et loi à lui-même. Et à ce propos, Nietzsche et Kant, qui sont les référents lointains d'une telle idéologie, ont eu des affirmations très fortes. Le premier disait que Dieu doit mourir pour que l'homme puisse prendre sa place et réaliser son rêve de surhomme. Le second a affirmé que la liberté de l'homme consiste à devenir loi pour lui-même. L'enjeu anthropologique nie les déterminismes naturels et revendique le droit d'opter pour une création identitaire conforme au vouloir humain. Ainsi, il serait aberrant de parler d'un modèle pour la nature de la personne, de l'amour et de la famille. Il n'y a pas de nature prédéterminée. Tout se construit, il doit se construire conformément à l'idée de l'homme, à sa décision et sans ses fantasmes du moment. Au niveau de l'enjeu éthique, la nouvelle éthique se donne pour viser de rendre autonome l'homme par rapport aux lois préétablies pour lui permettre d'avoir une liberté de décision personnelle face à ses choix de vie. À ce propos, le seul critère de discernement doit être le plaisir et l'utile. Il n'y a pas de vérité objective capable de servir de repère à l'exercice de la liberté individuelle. Le vrai et le bien sont et seront ce que chaque homme décidera de faire. Ce qui est visé ici est bien la remise en question de toute autorité. C'est ce que le cardinal Ratzinger, l'actuel pape émérite Benoît XVI, appelle l'éducation anti-autorité. Pour rendre opératoire sur le terrain ces trois enjeux ainsi décrits, la nouvelle éthique se donne trois outils stratégiques.
la diffusion médiatique, les structures applicatives et la force juridique. Tout se construit avec l'évolution du temps et selon la fantaisie humaine. C'est ainsi que la diffusion du déni de Dieu amène au déni de l'homme et de la famille. En effet, on parle facilement aujourd'hui de l'idéologie du genre avec la kyrielle de variantes sexuelles qui s'offrent à l'homme comme autant de capacités de son génie créateur. Il s'agit de la transsexualité, de la transmutation corporelle, de l'eugénisme, de la sélection sexuelle. Selon cette éthique, chaque personne doit pouvoir se donner un genre selon son vouloir. Le masculin peut devenir féminin et le féminin masculin. Concernant plus spécifiquement les femmes, l'idéologie du genre repose sur un féminisme militant qui amène non seulement à revendiquer le droit d'une transmutation sexuelle, mais aussi et surtout le droit de renoncer à ce qui fait traditionnellement la fibre féminine de la femme, la maternité. Dans une telle perspective, les unions libres, les concubinages, les communautés homosexuelles, les familles monoparentales, les familles recomposées et les familles traditionnelles basées sur le mariage d'un homme et d'une femme sont autant de possibilités que chacun peut choisir selon son bon plaisir sans être contraint à suivre un modèle ancien existant. Selon Margaret Peters, il y a aujourd'hui une déconstruction du langage qui consiste à inventer de nouveaux concepts pour contrer les acquis conceptuels du passé sur l'amour, le mariage et la famille. Ainsi, les mots comme vérité, morale, devoir, conscience, raison, cœur, époux, parents, femme, mère, père, fils, fille, virginité, chasteté, complémentarité, service, autorité, hiérarchie, loi, commandement, foi, charité, espérance, sacrifice, souffrance, péché et nature tendent à être remis en question. Par ailleurs, à la place du devoir, on promeut plutôt les droits. À la place des conjoints, on met les partenaires. À la place de la procréation, la reproduction, et à la place de la famille, les familles dans leurs variantes. Toujours au niveau de la diffusion, l'on note l'orchestration des tapas médiatiques pour imposer la nouvelle éthique et faire croire aux personnes qu'elles sont désormais les artisans d'une nouvelle ère garante de promesses de bonheur pour tous. Les moyens de communication, surtout les télévisions et le web, servent à la promotion de la liberté morale, de la permissivité sexuelle et des types de familles dites modernes. Il y a à ce propos une variété de séries télévisuelles et de feuilletons permissifs et tendancieusement antifamiliaux. La nouvelle éthique met aussi en place des stratégies pour s'infiltrer dans les instances de décision et faire pression pour que les nouveaux idéaux, ainsi définis avec le nouveau vocabulaire y afférent, aient désormais un appui juridique et que les citoyens du monde les revendiquent comme un droit. D'où la promulgation de toutes les formes de droits à laquelle nous assistons aujourd'hui. Droit sexuel, droit des enfants, droit de la femme, droit des homosexuels, droit à la contraception, droit à l'avortement, droit à la libre gestion de la fécondité. La liste est longue. Par ailleurs, il y a aussi sur le terrain la multiplication des organisations non gouvernementales qui, sous le couvert de l'humanitaire, travaillent dans l'ombre à faire appliquer la nouvelle éthique, surtout dans le domaine de la santé de reproduction, avec l'appui des cliniques acquises à leur cause et décidées à faire répandre une culture de mort par l'emploi massif des méthodes contraceptives. Enfin, on n'oubliera pas de mentionner la grande influence que les lobbies de la nouvelle éthique ont sur les gouvernements du tiers-monde et surtout de l'Afrique et chez nos Gabon pour qu'ils prennent des lois en faveur de la promotion de l'idéologie du genre et de la santé de la reproduction. En témoigne le protocole de Maputo auquel tous les pays africains sont appelés à donner leur adhésion. Les articles 4 et 14 de ce protocole parlent par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un commentaire spécifique pour attester ce que ce contenu signifie. Rallier bon gré, mal gré, l'Afrique à l'optique d'un nouvel ordre éthique,
Ainsi, le monde entier devient le spectacle d'une bêtise énorme qui se répand chaque jour devant nos yeux avec ses conséquences néfastes en somme assemblée. L'Afrique en son ensemble a déjà commencé à payer lourd tribut à cette nouvelle éthique par son adhésion à certains de ses idéaux. Ces 30 dernières années, le Gabon a été soumis à d'intenses pressions politiques et financières, exercées sans relâche par des agents externes pour que le Gabon applique ce que la gouvernance mondiale appelle la santé et les droits sexuels de reproduction. Le programme d'action au cœur de la conférence internationale de l'ONU sur la population et le développement qui s'est tenu au Caire en 1994. Étant membre de l'IPPF, l'IPPF c'est une fondation internationale qui promeut la planification familiale. À travers le mouvement gabonais pour le bien-être familial et à travers la domination du ministère de la Santé et de la Reproduction, on comprend pourquoi, malgré la force morale de la culture gabonaise, la nouvelle éthique commence à trouver quelques terrains d'implantation. Ces répercussions sur le Gabon peuvent être répertoriées à plusieurs niveaux. Nous retenons simplement 4 niveaux d'appréciation: la sexualité juvénile, le mariage, la promotion du genre dans sa dimension négative et la santé de reproduction. Au niveau de la sexualité, les nouvelles notions de l'amour et du mariage commencent à amener à des changements de comportement. Les mots ne suffisent plus leur contenu. La réalité de l'amour, cette valeur sûre qui cimentait toute communion interpersonnelle sur la base d'une relation bienveillante, réciproquement promotrice, est aujourd'hui tronquée et substituée par l'utilitarisme et l'hédonisme qui en constituent les pôles illustratifs. Chez certains jeunes, il n'est plus possible d'évoquer le concept amour sans qu'on le réduise immédiatement à l'expérience génitale et au plaisir des sens. La sexualité donne désormais lieu à un libertinage qui s'illustre par l'expérience sexuelle à bas âge et par le changement de partenaire au gré du vouloir. On n'a plus peur de rien, sauf aux maladies sexuelles contre lesquelles on se donne l'illusion d'une protection sûre à travers l'emploi du préservatif gratuitement partagé à l'entrée de certaines écoles par les organisations non gouvernementales militant sur le terrain. Par ailleurs, la permissivité sexuelle est confortée par la propagation d'une mentalité pornographique qui vient d'un accès incontrôlé des jeunes et des enfants aux techniques de l'information, dont l'Internet, la télévision et les vidéoclubs des quartiers. Le contact avec les pratiques issues de la révolution sexuelle de l'Occident suscite le désir du mimétisme aussi bien dans le comportement sexuel que dans la vague des modes sexy. On assiste alors à une falsification de la vérité de l'amour qui n'est plus un don généreux de soi pour la vie de l'autre, mais l'espace ouvert à des expériences sexuelles sensationnelles avec comme clé de voûte la tension vers un plaisir maximal. On parle même déjà de certains plaisirs raffinés. Pour beaucoup, l'expérience sexuelle n'est plus le lieu de l'émerveillement, de la connaissance, de la reconnaissance, de la bienveillance, de la bienfaisance et de la donation mutuelle pour l'épanouissement réciproque et le don généreux de la vie, mais plutôt le milieu de consommation du sexe. Dans cet usage du sexe sans retenue, les jeunes filles apparaissent comme des cibles privilégiées auxquelles certaines organisations non gouvernementales proposent des techniques contraceptives susceptibles de les protéger et leur donner la chance de ne pas hypothéquer leur avenir scolaire par une grossesse non désirée. Le mot d'ordre ici est celui de l'émancipation. Il y a aussi la persuasion qu'une fille émancipée est celle qui sait gérer seule sa sexualité, qui est libre de tout tabou culturel et de tout interdit religieux. La chasteté n'est pas une valeur, mais un gâchis. La jeune fille doit faire ce dont elle a envie et tout de suite. Pire encore, elle peut renoncer à sa dignité de mère et demeurer célibataire. À ce propos, nous assistons à l'émergence de la génération des filles célibataires optionnelles ou victimes d'une déception amoureuse. Des pratiques contre nature et contraires à nos saintes traditions gabonaises s'infiltrent dangereusement chez nous avec la complexité sournoise des gens,
scrupuleux qui, en accueillant l'évasion et l'intrusion moyennant la divinité argent, même chez certains couples déjà constitués, la fidélité est devenue un vain mot. Cela explique en partie l'augmentation des divorces et l'émergence des familles monoparentales décomposées ou recomposées. Il faut aussi signaler dans ce sillage le phénomène des enfants abandonnés ou confiés au sort des connaissances ou des parents incapables de s'occuper déjà d'eux-mêmes convenablement. Parlons des enfants. Il importe ici d'ajouter que la nouvelle éthique mondiale amène aujourd'hui à la réduction sensible de leur naissance par la diffusion de l'idéologie de la santé de reproduction, rendant opératoire les idéaux de Malthus et prétextant aider l'Afrique à rationaliser sa démographie pour permettre une natalité à la mesure des capacités alimentaires existantes. Cette idéologie répand partout la culture de la mort en diffusant des techniques contraceptives et contragestives. Dans la plupart des agences de planification familiale essaimées par tout le continent, grâce au concours financier des promoteurs de cette idéologie, on peut avoir aujourd'hui une gamme élargie de produits chimiques, techniques capables d'éviter les grossesses ou de tuer carrément le fœtus. On peut citer entre autres les variétés de pilules, les stériles et les avortements. Dans cette lutte contre la vie, les adolescents et les femmes mariées apparaissent comme des cibles privilégiées, consommer bien souvent de l'infécondité à travers des vaccinations stérilisantes et des coupures de trompe après accouchement, et cela à leur insu. Ainsi, après la traite négrière, on assiste encore à la prise en otage des femmes gabonaises qui participent désormais à la destruction de la famille et de la vie dans un Gabon traditionnellement reconnu pour sa culture vitaliste. La communauté nationale se pose la question sur l'opportunité de la modification de la loi numéro 42/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal. Parmi ces amendements, on peut relever la dépénalisation de l'homosexualité, article 402, alinéa 5. Au plus fort de la crise sanitaire liée au coronavirus, alors que le Gabon était embrigadé dans un confinement avec des conséquences désastreuses sur des pans entiers de l'économie, le gouvernement a mis les priorités ailleurs. Déjà, frappées dans leur panier, les familles se sont retrouvées menacées à la faveur de cette nouvelle loi par certains amendements libertaires, comme celui de l'article 402, en faisant un clin d'œil fort au lobby LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, très présents et très influents dans les cercles de décision des principaux organismes internationaux, notamment onusiens. Nous pouvons citer la publication du rapport sur la stratégie de promotion des droits de la femme et des inégalités hommes-femmes publié le 30 septembre par la Première Dame, qui a son lot d'ambiguïté. Il y a également l'élection du Gabon le 13 octobre 2020 au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, à contre-courant des réalités des Gabonais en la matière. Il y a eu aussi la question des départements genre au sein du cabinet du Premier ministre lors du Conseil des ministres du 20 novembre 2020. Nous avons autant de méfaits qui mettent un droit de regard à la lumière de notre vision et de notre considération chrétienne de la famille, à savoir père, mère, enfant, et non parent numéro 1, parent numéro 2, enfant. Et là, je me suis appuyé sur le mémorandum du mouvement catholique républicain, mémorandum à la conférence épiscopale du Gabon, la famille au Gabon, état des lieux, enjeux et perspectives. Le 7 juillet 2020, dépénalisation de l'homosexualité. Avec le retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 du Code pénal, condamnant la pratique de l'homosexualité à une peine de 6 mois de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, et puis la société gabonaise a été fortement ébranlée, car même si cette pénalisation était difficilement applicable dans la pratique, le signal envoyé est tout autre. La société gabonaise s'interroge sur la méthode employée pour imposer au forceps aux citoyens et même aux législateurs. Pour certains, cette dépénalisation a été précipitée et jugée inopportune, comme si les engagements avaient été donnés sous d'autres cieux. Cela est un sujet marquant, un tournant
un tournant dans nos mœurs, ainsi bien traditionnelles que religieuses. Le 30 janvier 2020, promotion des droits de la femme et réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon. Ce programme tourne autour de 6 axes: l'éducation, la santé, le droit de la famille, la politique, l'économie et les violences faites aux femmes. 3 axes ont retenu notre attention. Dans le domaine de l'éducation, nous notons une recommandation sur le renforcement des dispositifs d'éducation sexuelle en milieu scolaire, où l'on insiste dès la petite enfance sur les problématiques liées au genre, à l'homoparentalité, au mariage pour tous. Dans le domaine sanitaire, le programme recommande de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons à l'utilisation des méthodes de contraception modernes. Sur le plan familial, le programme prévoit d'améliorer la symétrie des conditions de divorce entre hommes et femmes. Le 13-10-2020, élection du Gabon au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Comme un trophée décerné après tous les signaux positifs envoyés par l'exécutif gabonais à l'intelligentsia onusienne de New York, le Gabon a obtenu un siège pour un mandat de 3 ans à partir de janvier 2021 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 13 octobre 2020. Cette élection est en porte-à-faux avec des indicateurs liés au respect des droits de l'homme, comme l'indice de liberté dans le monde, avec un score de 22 sur 100, dont 3 sur 40 en droit public et 9 sur 60 en liberté civile. Le Gabon aura donc la mission pendant 3 ans de faire partie des 15 pays devant surveiller le respect des droits de l'homme dans les pays membres de l'ONU. Le 20-11-2020, création d'un département genre dans le cabinet du Premier ministre. Les partisans du lobby genre, définissant l'identité sexuelle à partir de facteurs non biologiques, semblent avoir des ambassadeurs bien placés au cœur du pouvoir gabonais. Nous estimons que pour la sauvegarde du vivre ensemble déjà bien détérioré par la crise socio-politique héritée du contentieux post-électoral de la présidentielle de 2016, des questions aussi sensibles doivent nécessiter la concertation des forces vives de la nation via les assises nationales inclusives avec la société civile et les sages. Il n'est pas trop tard pour bien faire. La paix sociale est menacée par ce modus operandi et aux antipodes du nouveau statut du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le 21-12-2020, adaptation du projet de la loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier en République gabonaise. Si l'on peut louer une avancée dans la valorisation de notre patrimoine culturel à travers cette légalisation du mariage coutumier, les regards avisés ne peuvent s'empêcher de voir derrière cette manœuvre juridique un contournement de l'exclusivité monogamique que peut exiger un mariage monogamique, sous réserve d'un éventuel contentieux. La légalisation du mariage coutumier, rendant de fait facultatif le mariage civil, en associant cet angle de vue à la dépénalisation de l'adultère, cela donne l'impression d'une volonté des autorités publiques d'officialiser une pratique qui était déjà courante et qui consistait à épouser à la coutume les maîtresses des conjoints déjà mariés à l'état civil sous le régime monogamique. La légalisation du mariage coutumier peut être perçue comme un pied de nez au mariage religieux dont la légalisation demeure indéfiniment reléguée au calendrier grec au mépris de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Gabon. Dans la tourmente où nous sommes, avec le risque de déstabilisation pour nos familles, une part importante de responsabilité revient à l'État. Soit pour avoir permis l'invasion des mots dont souffrent aujourd'hui nos familles, soit pour n'avoir pas fait de la famille sa priorité, soit pour avoir pris des options pour les politiques familiales trop axées sur un modèle de développement qui ne convient pas aux familles gabonaises, soit pour n'avoir pas pris en compte les besoins fondamentaux de la famille, ni assurer le respect des divers droits qui lui reviennent. La question de fond est la suivante. Quel type de famille voulons-nous au Gabon? Si on posait cette question aux familles gabonaises elles-mêmes, elles parleraient d'une famille stable et épanouie. En ce moment où cette notion de famille est attaquée,
il importe que l'État se transforme en veilleur pour écarter l'invasion des contre-modèles familiaux et aider à la consolidation de la structure existante avec au besoin la correction des ombres qui la couvrent. Pour cela, il faudra attaquer le mal par son canal d'avènement, les médias. Organes d'information, les médias sont souvent les véhicules d'idéologies et de nouvelles éthiques sexuelles qui sapent la bonne moralité que nos traditions ont mis des années à construire en matière de l'idéal humain, moral, relationnel, affectif, conjugal et familial. Le sens de la responsabilité exige désormais de l'État d'avoir un œil vigilant sur les médias et d'en réguler les informations morales à travers des structures ad hoc. Si tout est visible et auditif, tout n'est pas profitable. Et pour une jeunesse en quête de sens, il faut savoir tracer un chemin d'humanité et de vie et non ouvrir des autoroutes de permissivité qui conduisent à la mort. Si nous voulons des lois au Gabon, que ces lois soient promotrices de la culture de la vie. L'État existe non pas pour promouvoir la mort des citoyens, mais leur vie et leur survie. Dieu veille que nous ne connaissions plus au Gabon l'émergence d'autres Hérodes, véritable cauchemar pour les enfants à naître et déjà nés. Je fais allusion ici au phénomène des crimes dits rituels qui endeuillent encore aujourd'hui beaucoup de nos familles. Dieu veille que nous ne connaissions plus au Gabon l'émergence d'autres Hérodes, véritable cauchemar pour les enfants à naître et déjà nés. La vie mérite d'être accueillie et promue. Et c'est à ce prix qu'on reconnaît un véritable État. Il assure le bien commun à partir du bien des familles et le bien des familles à travers les individus, depuis ceux qui sont dans le ventre de leur mère jusqu'à ceux qui sont en phase terminale de leur existence terrestre. L'État prend des lois pour en défendre la dignité et non pour en saper les bases. Et pour cela, nous donnons des lois garantes de la culture de la famille. Dans un univers quasi éclaté où les repères familiaux tentent de se soustraire des références originaires, avec des lois permissives, la mission de nos gouvernants est de continuer à proposer aux nouvelles générations la beauté de la famille et du mariage, telle qu'elle répond à la nature et non aux produits culturels. La promotion de la famille comme une communauté composite d'un homme, d'une femme et de leurs enfants a été et sera encore l'idéal à poursuivre. Le mariage qui en constitue le fondement doit aussi reposer sur la différence sexuelle, comme nous avons toujours cru et comme la nature elle-même nous en est témoin. Promouvoir des lois qui aillent à l'encontre de ces chemins constitue une trahison de la nature, de nos saines traditions et de Dieu lui-même qui a créé l'homme et la femme pour une communauté d'amour ouverte à la vie. Les lois sur l'homosexualité ou sur d'autres formes de relations incongrues sont une aberration que l'État gabonais n'est pas obligé de copier. On ne demande certainement pas de faire la guerre à ceux qui vivent ces formes d'union, mais les proposer comme une alternative reconnue et appuyée par la loi n'est pas éducateur pour la jeunesse qui a besoin des repères sûrs et non des solutions aliénantes. En tout état de cause, il y a une certitude qu'il faut avoir. Là où le mariage se porte bien, la famille le sera. Et là où la famille se porte bien, la vie personnelle et la vie sociale en sentiront les bienfaits. L'État gabonais a le devoir de prioriser une culture du mariage de la famille dans la perspective d'une anthropologie adéquate et non dans le sens d'une adhésion à une idéologie post-moderne réfractaire à l'ordre naturel
et à la vérité objective sur la personne humaine. Dans le même temps, il faudrait aussi mettre en place des moyens de médiation et des structures pour soutenir les couples et les familles en difficulté relationnelle et non promouvoir des séparations, des divorces et des divorces faciles. Chez nous, en Afrique, au Gabon, la médiation est une richesse. Pour terminer, le bien-être des familles passe non seulement par leur effort personnel, mais aussi et surtout par celui qui a à sa charge la chose publique, l'État. Il doit viser le bien commun en partant des biens des familles. Dans le cas de la famille, la volonté du bien se traduira d'abord par la défense de cette entité sans laquelle l'État lui-même ne peut exister, quand on sait que l'avenir de la société passe par la famille. La défendre, c'est savoir écarter tous les dangers qui la menacent tant de l'intérieur que de l'extérieur, en prenant parti pour une politique familiale vitaliste. La culture de la vie ici intègre non seulement la santé de la femme et de sa capacité à donner vie aux enfants, de la citer dans de bonnes conditions, le soin à apporter aux enfants et enfin les conditions logistiques et économiques à mettre en place pour que les familles vivent dans la stabilité et l'épanouissement. Pour y arriver, les gouvernants et autres décideurs politiques au Gabon ont besoin de penser moins à eux-mêmes qu'aux familles qui constituent la nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'abbé. Nous vous donnons la parole, chers auditeurs, pour enrichir cet échange. Merci.